Rachid Alami est directeur de recherche au LAS, CNRS. Et alors, il nous a fourni un titre en anglais, histoire de bien m'embêter. Donc, Mais j'en ai un en français. Chair on Cognitive and Interactive Robotics at Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute. Yes. So, donc, Rachid est actuellement à la tête du groupe Robotique et Interaction, je crois, RIS, chez le LAS. Et il est coprésident d'Interactive Robotics dans un groupe de recherche. Comme ça, c'est plus simple, voilà. Voilà, je vous l'ai mis en français pour vous faciliter la vie, voilà. Voilà. Donc là, ben voilà. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Robot assistant, personne fragile. Voilà. Et je reviens au titre. Voilà. Allez-y, Rachid. Alors, après l'intervention de Michel, ça va être dur. Ça va être très dur. Non, mais ce qui compte, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Non, ce que dit Michel est absolument vrai. Vrai de vrai. Plus que vrai. Je veux dire, et c'est fondamental. Hein. Sauf que j'ai envie de dire que la différence principale, on va discuter sur plein de choses. La différence principale, c'est que nous aussi, on vit avec le théorème d'incomplétude de Gödel et tout ça, il n'y a pas que le robot. Nous aussi, nous vivons avec ça. Et nous, c'est ça que, et nous en accommodons. Nous tous. Hein. Donc, c'est là que se passe alors après, on peut creuser et creuser les choses, les logiciens continuent de le creuser, etc. Mais même avec ceci, nous nous en accommodons. Et en plus, dans ce qu'a montré Michel, il y a une chose, c'est qu'il part déjà d'un problème qui est bien posé, c'est-à-dire qu'on a toutes les données. Et pour le robot, la plupart du temps, il n'a pas toutes les données, nous non plus d'ailleurs. Quand nous avons à résoudre un problème ou à traiter un problème, nous n'avons pas toutes les données et souvent, elles sont entachées d'incertitude. Ce n'est pas vrai ou faux, toujours. C'est peut-être. Hein. C'est je pense que. Hein. C'est voyons voir. et ainsi de suite. Donc d'une certaine manière, c'est encore plus compliqué. La vie du robot sera encore plus compliquée. Et puis voilà. Mais on va pouvoir faire des choses avec. Comme on fait déjà des choses avec. Quand même. Donc, je voulais faire aussi un petit. Je me donne 15-20 minutes, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Alors, j'ai prévu court. Je vais faire un petit. Avant de démarrer, quand même, je vais faire un petit point sur les robots et quel usage. Et je pense que le petit film qui a été montré au début, sur les robots, les différents robots, est très intéressant et a montré énormément de choses. Une chose, alors moi, celle qui m'intéresse le plus, on le verra par la suite, parce que je l'utilise beaucoup, c'est celle des temps modernes, hein, du robot qui interagit avec l'humain, en l'occurrence Charlie Chaplin. Je reviendrai après. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, d'une certaine manière, ce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui, et je pense que le petit film le montrait, c'est plusieurs choses. Comment dire? Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, le développement de l'automatique, des capteurs, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, aussi bien sur les aspects deep learning que sur les aspects, on va dire, raisonnement, planification, etc., permettent aujourd'hui de développer des robots qui sont très puissants ou qui semblent très puissants et très capables. Mais si vous regardez bien, il y a quand même deux choses. Vous avez vu, par exemple, je prends quelques exemples. Qu'est-ce qui impressionne le plus dans ces robots? Et c'est d'une certaine manière la définition du robot. La définition du robot, ce qui est le plus important dedans, c'est que c'est une machine qui s'adapte à son environnement et à sa tâche. Et il fait et il se reprend et il s'adapte. C'est ça qui est essentiel. Et on le voit on l'a vu dans plusieurs exemples.
Par exemple, le robot qui joue au ping-pong, il s'adapte. Il s'adapte et ça marche de manière magnifique. Il y a aussi, ça n'a pas été montré, des robots. Alors, ce robot qui joue au ping-pong, il a été fait en utilisant des modèles. Donc, il n'y a pas que de la logique, il y a aussi de l'automatique, etc. Il a été fait en utilisant des modèles, en utilisant de l'automatique, tout ça. Et on a pu réaliser un robot qui est vraiment très fort et qui joue très, très bien au ping-pong. Il y a aussi des robots jongleurs. Et il y a des exemples qui sont aussi très impressionnants de robots qui jouent au bilboquet, par exemple, et à d'autres types de jeux. Et là, ce sont des robots qui arrivent à faire ça grâce à des techniques d'apprentissage, éventuellement d'apprentissage profond. Et donc, ce sont des robots qui s'adaptent. Mais, et ce qu'il faut voir et ce qui est essentiel, c'est que tous ces robots-là, tous les robots d'aujourd'hui, quand ils s'adaptent, prenez l'autre exemple superbe qu'on montre aujourd'hui, ce sont les robots de Boston Dynamics, ceux qu'on a vus à la fin qui font des cabrioles et qui dansent. Là aussi, ils font des choses magnifiques, ils s'adaptent, ils gèrent leur équilibre, ils reprennent leur équilibre et malgré l'acrobatie. Mais tout ça, c'est fait dans des situations qui sont monotâches. Ils font une seule tâche. Ils s'adaptent et ils font une seule tâche qui a été programmée et qui permet l'adaptation, mais qui est une seule tâche. Et le grand défi de la robotique, c'est de sortir de ça, c'est d'aller plus loin. Et souvent, ces tâches-là, non seulement ces robots sont monotâches, mais en plus, ils le sont dans des contextes qui sont maîtrisés. Et c'est uniquement là que ça marche. Quand le contexte est maîtrisé. Alors, il peut y avoir une certaine incertitude dedans. Et c'est là que le robot et que les roboticiens, d'une certaine manière, sont forts et s'adaptent. Et grâce à l'automatique, grâce également à l'IA, aux maths, à la logique, les automates, etc., etc. Et c'est un point essentiel. Par contre, quand vous passez à autre chose, boucler la boucle avec un humain qui fait ce qu'il veut, là, il y a un souci. Et là, on a vu un exemple, c'est Sophia, le robot Sophia à la fin. Alors ça par contre, c'est un robot de bonimenteur permettez-moi de le dire, ce sont des bonimenteurs de foire. Ce n'est pas vrai. Ce système-là ne font pas. Il n'a pas l'intelligence que cette machine-là n'a pas l'intelligence qu'elle montre. C'est une marionnette. Derrière, quelqu'un la pilote. C'est une marionnette. Il ne faut pas se faire avoir par cet aspect-là. Sophia, le robot Sophia, est une marionnette. D'ailleurs, ça a été scandaleux je veux dire que des gens ont réussi à la pousser. Et elle est même intervenue à l'ONU un jour. C'est absolument scandaleux et ce sont juste des bonimenteurs de foire. D'ailleurs, je peux vous le dire, dans la communauté scientifique, Sophia, c'est rien du tout. Ça n'a ce n'est pas du tout considéré par les chercheurs en robotique comme quelque chose qui contient du solide et du sérieux sur lequel on construit. Maintenant, on peut admirer, l'humain derrière la machine, qui joue et qui fait des choses avec. Mais ça, c'est autre chose. Il y a l'humain qui est derrière, et c'est lui qui a construit et qui nous a fait montrer ou rêver ou voir des choses, hein, comme un artiste, par exemple. Donc, il faut bien distinguer entre ces deux choses-là. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses très poussées. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est les robots du futur, ceux qu'on n'a pas encore, et pas Sophia, justement. Voilà. Donc, j'ai fait cette introduction pour dire que, justement, le topic qui m'intéresse et sur lequel je vais parler porte justement sur une situation bien particulière et bien difficile, qui est un vrai défi. C'est celui où le robot va boucler la boucle d'une certaine manière, c'est-à-dire s'adapter à son environnement, et dans son environnement, il y a un humain. Il y a un humain. Et là se pose un certain nombre de difficultés supplémentaires à notre cher robot. Et donc, j'y viens. Les robots du futur, pour quel usage? Jusque-là, donc on peut imaginer plusieurs choses. Il y a des applications comme celle qu'on voit ici, où les robots remplacent déjà l'humain ou vont le remplacer dans le futur. Les autres applications qui sont envisagées dans le futur, et celles-là sont très intéressantes
en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est celle où les robots vont non pas remplacer les humains, mais les assister ou les servir, ou travailler côte à côte avec eux, dans différents domaines. La voiture autonome est un exemple de robot, même simple, d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi d'autres aspects de la robotique qui sont très intéressants, pas que de la robotique et l'IA qui vient avec, puisque pour ma part, je considère que la robotique est un des beaux défis de l'IA. C'est la robotique de réhabilitation ou d'augmentation de l'humain. Celle qui va, cette fois-ci, interagir avec l'humain au plus fin, on va dire en synergie avec lui. Alors, parmi les applications qui sont envisagées dans le futur, justement, c'est à côté de la réalisation automatique des tâches qui sont faites aujourd'hui, des machines automatiques qui réalisent des tâches de manière répétitive et programmée. Ça peut être très complexe, mais en général, ce n'est intéressant que si c'est répétitif et programmé, comme la soudure, la peinture, etc. De nouveau, dans des environnements très maîtrisés. Et puis le futur, c'est ce qu'on voit vers la droite, ce sont des robots qui vont, dans certains contextes, travailler côte à côte ou en collaboration avec l'humain. Alors, en voici quelques exemples. Ça, c'est les robots Kiva, qui sont dans les ateliers, qui transportent simplement des objets, mais à la fin des jours, ces robots-là vont interagir avec des humains qui eux-mêmes vont faire les colis, notamment. Le robot Baxter est un robot qui est aussi prévu pour être un robot, qui puisse travailler côte à côte avec l'humain. Et puis, vous avez des robots agricoles aujourd'hui. Ces robots-là, pour le moment, ils sont tout seuls, mais plus tard, il y en aura plusieurs et ils auront à travailler aussi avec l'humain. Et puis, vous avez d'autres exemples tels que les robots de chirurgie, etc., où là, l'humain est des deux côtés d'une certaine manière. Et donc, s'ouvre un défi pour le robot, et celui-là est loin d'être réglé aujourd'hui, c'est un problème de recherche, on ne fait que l'aborder, celui du robot qui va réaliser une activité conjointe avec l'humain, d'assistance ou comme équipier. Par exemple, un robot guide, ici, ou un robot qui est dans l'atelier, qui travaille avec l'humain il y a une chaîne d'assemblage, le robot fait une partie de la tâche, les humains font une autre partie, ainsi de suite. Ou encore le robot assistant à une personne dépendante. Voilà le genre d'application qu'on envisage. Et là se pose une question nouvelle à partir du moment où il y a l'humain dans la scène. Qu'est-ce que c'est qu'une activité conjointe et comment la traiter, comment doter le robot des capacités pour réaliser cette activité conjointe avec un humain. Et d'une certaine manière, à partir de là, on peut se poser la question de comment faisons-nous, nous humains, pour être capables de collaborer avec succès avec d'autres humains. Et puis aussi, qu'est-ce qui est nécessaire pour être un bon partenaire? Alors, c'est ces questions-là que nous nous posons, les gens qui travaillent sur les robots collaboratifs ou assistants du futur. Et ce que je vais essayer de faire avec vous dans les quelques minutes qui viennent, c'est essentiellement de brosser les questions et de donner quelques exemples. Alors, pour vous dire aussi que ces choses-là, alors ce qui est important, et très important ici, c'est que quand on fait ça, on se rend compte que on a besoin de comprendre l'humain. Mais là, on a besoin de le comprendre et d'interpréter ce qu'il fait. Enfin, la machine a besoin de le comprendre, d'interpréter suffisamment pour qu'elle puisse réaliser sa tâche. Et donc, on se retrouve à travailler également sur l'humain, non pas pour le comprendre véritablement, mais essentiellement pour le servir. Et c'est pour ça que se crée un champ de recherche où des psychologues, des philosophes, des roboticiens travaillent ensemble. Par exemple, nous avons créé un petit projet, mais il y en a d'autres, sur l'activité conjointe humain-robot,
ou dans lequel nous discutons essentiellement avec des psychologues du développement, des ergonomes également, et des philosophes qui s'intéressent à l'action conjointe entre humains, comment les humains travaillent ensemble, qui est encore un sujet de recherche aujourd'hui. Et ça nous amène au défi de cette machine intelligente. Alors, de cette manière, on va lui compliquer la vie. Il ne suffit pas qu'elle soit parfaitement logique et qu'elle puisse faire des raisonnements jusqu'au bout, comme le voudrait Michel, d'une certaine manière. Il faut aussi que cette machine soit un bon partenaire. Et un bon partenaire pour cette machine-là, c'est une machine qui va collaborer avec l'humain, avec un partenaire humain, qui va être pertinente dans ses actions, qui va être transparente. Il faut que l'humain puisse comprendre et qu'elle soit prédictible de cette manière et lisible dans son comportement. Et que l'humain comprenne parfaitement ce qu'elle va faire. Sinon, il va être gêné ou pas aimé ou être perturbé par cette machine. Et enfin, que son comportement soit acceptable. Et il faudrait, de cette manière, que cette machine en permanence vérifie, en même temps qu'elle réalise sa tâche de collaboration, qu'elle reste pertinente, transparente, lisible, acceptable. Et c'est le défi, d'une certaine manière, de cette robotique-là. Sinon, il faut pas en faire de ces machines-là. Sinon, si on crée des machines qui vont venir perturber les gens, qui vont leur imposer les choses, qui vont restreindre leur capacité, on aura perdu beaucoup. Comment dire? Alors, tout ça pourquoi? Tout ça essentiellement pour développer les robots assistants et équipiers du futur. Et cet aspect-là on va dire, de l'équation est souvent oublié. On se concentre sur l'aspect réaliser l'action. Il ne suffit pas de réaliser une action. Souvent, on se pose la question de la réaliser de manière, on va dire, optimale, au mieux. Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi la réaliser de manière, et surtout, la réaliser de manière à ce qu'elle soit acceptée par l'humain, et ainsi de suite. Et donc, les questions que doit traiter un robot, et qui est conduit à collaborer avec l'homme, sont des questions d'interprétation de situation, des questions de décision pour agir. Et il y en a beaucoup. Il y a déjà quoi faire. Quoi faire. C'est pas toujours évident de savoir quoi faire à un instant donné dans une situation. Il y a souvent plusieurs possibilités. Et si on veut que notre un bon robot, quelqu'un le disait tout à l'heure, je pense à M. Bricot, et si l'humain veut participer à la décision, eh ben, il faut laisser participer à la décision, décider du quoi. Voilà. Et ça remettre à lui. Qui faire? Qui doit faire? Là aussi, la question est ouverte. Le robot ou l'humain? Ce n'est pas toujours évident. Et les questions se posent. Là aussi, de savoir, quand on construit un robot, le doter de cette capacité de se poser la question et de nouveau, de bien se poser la question des deux côtés. Humain ou robot? Qui fait? Une autre question se pose quand on a quelque chose à faire, c'est où le faire? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de choisir l'endroit où faire une action. Ça pose un certain nombre de questions, notamment des questions sociales. Si le robot se met à faire le ménage juste entre vous et la télévision pendant que vous regardez un bon film, c'est un peu gênant. Donc le où, il pourrait se pousser ailleurs pour le faire, par exemple, ou se parquer dans une porte, sur un passage. Je donne des exemples simples. Ça peut être beaucoup plus fin que ça, bien sûr. Le quand également est très important. À quel moment il faut faire l'action? Et là aussi, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout quand on veut le faire de manière ouverte. Et puis, il y a une dernière question qui est très importante. On s'en est rendu compte petit à petit, et c'est là où l'aspect optimalité se trouve perturbé, c'est le comment. Souvent, pour faire une tâche, il y a plein de manières différentes de la faire. Et certaines sont bien plus préférables à d'autres si l'on prend en compte les notions d'acceptabilité pour l'humain, de confort pour l'humain, etc.
Un exemple simple que je voudrais vous soumettre, c'est simplement tendre un objet à quelqu'un. Okay. On peut le faire de plein de manières. On peut être intrusif et brutal. On peut être agressif. On peut aider l'autre à attraper l'objet. Et toutes ces manières, il y a différentes manières de le faire. Nous avons appris à le faire, nous savons le faire. Il faudrait que les robots sachent le faire et s'adapter à la personne à qui ils vont tendre un objet. Donc le comment, il ne suffit pas de dire au robot tend l'objet, il faut qu'il sache comment le tendre à telle personne, dans telle situation, dans tel contexte. Et c'est cette richesse-là des problèmes qui s'ouvrent à nous, qui s'ouvrent encore aux robots aujourd'hui et à l'IA, d'une certaine manière. Alors, je vais donner un exemple, enfin, un contexte pour montrer un petit peu, parce que jusque-là, je suis très vaseux et très général, mais pour vous montrer que ces choses-là, même posées comme ça, nous permettent par la suite de faire quelque chose. Donc, nous travaillons sur ce contexte particulier d'une tâche. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu ici, que j'arrête. Voilà. On va prendre une situation particulière où le robot a une tâche à réaliser avec l'humain. Donc, on est dans un contexte, on a un fonctionnement orienté tâche. On a une tâche à faire. Et puis, on est dans un contexte aussi relativement complexe. Pourquoi? Parce que l'humain et le robot partagent la tâche, ils ont la tâche à faire ensemble, et partagent l'espace. Ils doivent partager le même espace aussi. Donc, ils peuvent se déranger, se gêner entre eux. Et la question qui est posée, donc nous avons le robot, nous avons l'humain, il y a la tâche à faire au milieu, et puis on est dans une situation où il peut y avoir un dialogue multimodal, le geste et la parole. L'humain et le robot peuvent tous les deux parler ou agir par le geste. On est en situation, et c'est très important, d'observation mutuelle. L'humain observe le robot observe l'humain. Et ce qu'on veut ajouter, nous chercheurs, c'est que le robot sait qu'il est observé par l'humain. C'est-à-dire prend en compte le fait qu'il est observé par l'humain. Il ne suffit pas d'observer l'humain, il faut prendre en compte le fait qu'on est observé par lui. Et ce n'est qu'à partir de là que le problème peut se poser correctement. Dans ce cadre-là, on a une tâche à faire, il faut la faire au mieux, être efficace quand même, mais aussi de manière sûre, évidemment, pour l'humain, et puis de manière, comme je l'ai dit, acceptable et aussi intentionnelle, c'est-à-dire visible. Et c'est là où l'IA va prendre sa place pour la décision. Il faut que cette décision puisse se faire dans ce cadre-là pour raisonner, pour anticiper et aussi pour produire, pour que le robot puisse raisonner et anticiper, interpréter correctement ce qui se passe, et puis aussi, si possible, qu'il puisse avoir des comportements proactifs, c'est-à-dire, se précipiter pour faire la tâche d'une certaine manière, ou proposer des solutions, ou proposer de faire la tâche. Et quand je parlais de cet aspect raisonner sur l'autre, on se retrouve et c'est pour ça qu'on a besoin des philosophes et des psychologues, à prendre en compte ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et plus précisément, une notion particulière qui est limitée dans ce contexte-là, mais qui est quand même importante, qui fait qu'on aimerait bien doter le robot de la capacité d'estimer l'état mental de l'humain, de le prédire, éventuellement de raisonner dessus, éventuellement même d'influencer l'état mental de l'humain, de son partenaire humain, pour pouvoir réaliser la tâche. Et donc, toutes ces questions-là se posent pour le robot. Quand on parle des décisions, les décisions concernent tous ces aspects-là. L'engagement, à quel point le robot est engagé dans la tâche et le montre, à quel point l'humain est engagé dans la tâche et accepte que le robot le soit. La prise de perspective, je donnerai un exemple tout à l'heure, comment on fait ce besoin de prise de perspective, de raisonner sur la perspective de l'autre quand on réalise une tâche. L'empathie, la théorie d'esprit, je l'ai mentionné, et également tous les signaux que nous faisons en permanence quand nous quand nous collaborons avec nous humains, avec un autre humain. Il y a énormément de signaux qui circulent entre nous, non verbaux, et qui nous permettent de nous synchroniser, de nous adapter
de détecter que l'autre est bien engagé dans la tâche, de comment dire, de le relancer dans le cas où son attention a été attirée par ailleurs, et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi des aspects de décision difficiles qui sont celles du rôle à jouer et celles de la négociation éventuelle. Quand je disais qu'il fallait décider qui fait quoi entre l'humain et le robot, il faudra peut-être et doter le robot de capacités de négociation à l'humain, en gardant bien sûr, et je le répète, s'il vous plaît, comprenez-le, derrière ça, le fait qu'il faut donner toujours la primauté à l'humain dans ces processus. Alors, dans mon équipe, dans mon laboratoire, on travaille sur ces questions-là. Et comment on y travaille? Essentiellement en attaquant ce qu'on peut appeler des ingrédients, des petits morceaux de ce système-là que nous développons. Par exemple, comment naviguer dans un environnement où les gens sont présents? Comment planifier en prenant en compte ce que l'humain, comment planifier une tâche en prenant en compte les désirs et les préférences de l'humain? Comment raisonner sur la perspective de l'humain? Comment raisonner sur ce qu'on appelle les affordances? Et ces questions-là se traduisent par des algorithmes, par des systèmes qui contiennent, qui sont implémentés sous la forme d'algorithmes ou de systèmes éventuellement appris et qui réalisent une fonction dans ce schéma plus général. Je vais donner quelques exemples pour qu'on puisse le toucher concrètement et j'arrêterai là, puisque le but, c'est essentiellement de poser la question. 3 points. Considérer la perspective de l'autre, raisonner sur les affordances et enfin le déplacement en environnement humain. Voici un premier exemple que nous traitons dans notre laboratoire. Vous voyez que ce robot, il fait 2 choses. Vous avez le robot dans cet environnement, vous avez le robot, vous avez un humain, il y a une petite tâche à faire au milieu. Et ce que vous voyez à droite et à gauche, ce sont toutes les deux des images que le robot se reconstruit dans son modèle. D'un côté, le robot voit la scène de gauche sur l'écran. Il voit quelques objets posés, on les a mis d'une couleur particulière, il les a énumérés, et il voit une partie de l'humain, hein, c'est ce qui est rouge en haut. Il le reconnaît en tant qu'humain et il voit une partie de son corps, hein, la tête et les bras. Mais ce qu'on a ajouté dans le système, parce que ça nous semblait important, c'est doter le robot de la capacité d'estimer ce que l'humain voit de la scène. Okay? Et ce que vous avez à droite, c'est ce que le robot estime que l'humain voit de la scène. Pourquoi? Parce que le robot a localisé l'humain dans la scène, a localisé l'orientation de sa tête, où l'humain regarde, et à partir de là, le robot s'est dit, a calculé dans la scène ce qu'il voit. Et vous pouvez voir dans la scène de droite que cet humain-là voit un bout de cet objet-là, de cette boîte, hein, c'est la boîte jaune, voit la plante qui est derrière, vous l'avez là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, et il voit aussi le robot. Donc ce robot-là sait qu'il est vu dans la scène. Donc nous dotons le robot de cette capacité de se mettre à la place de l'humain, de faire de la prise de perspective et d'intégrer ça dans son raisonnement. Ainsi, le robot peut savoir si l'humain voit ce qui se passe. Le robot peut savoir s'il lève le bras, si l'humain voit le bras ou pas. S'il lui tend un objet, si le robot voit l'objet. Vous voyez que cette chose qui semble très simple ne l'est pas du tout, parce que le robot ne doit pas seulement construire un modèle de lui-même, il doit aussi estimer ce que l'humain voit et comprend de la scène. Et ça, c'est un défi qui est loin d'être traité. On a commencé à le creuser un petit peu, nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons contribué dans ce sens. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous montrer, mais là, ce que je vous ai montré là, sous la forme d'une image, vous voyez en temps réel, d'une certaine manière, sur un robot relativement simple. Vous voyez que le robot voit l'humain et localise l'orientation de sa tête à peu près, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Okay. Et en bas à gauche, vous voyez la perspective de l'humain estimée par le robot qui se modifie. L'humain s'est baissé, vous voyez que la scène n'est pas la même, avec un peu de retard, hein, puisque le robot est lent à calculer, et puis il y a le Wi-Fi derrière qui se passe, etc. Mais ça vous donne une idée un petit peu des capacités dont on dote le robot pour pouvoir interagir
de manière pertinente avec l'humain. Une deuxième chose que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les affordances. Les affordances, c'est essentiellement ce qu'on peut faire dans une situation. Ce robot-là est capable de calculer dans une scène quels sont les objets qui sont vus et qui sont accessibles par lui et par un humain, l'humain étant assis ici. Il a aussi perçu l'humain. Pardon. Je vais couper là. Voilà, j'ai coupé pour qu'il n'y ait pas de son parasite. Et grâce à ça, grâce à ce calcul des affordances qui est maintenu à jour, le robot peut dérouler une tâche de collaboration. Dans ce cas-là, il s'agit juste de ramasser des objets et de collaborer pour ramasser des objets qui sont sur la table et de les mettre dans la boîte rouge. Il peut détecter quels sont les objets qui sont proches de l'humain et que le robot ne peut pas atteindre, donc et de définir un endroit dans la scène où ils peuvent échanger des objets. Et donc, c'est ce que fait le robot ici. Vous voyez ici que le robot dans cette scène a tendu la main, a tendu de son bras, position où l'humain peut atteindre le bras. Donc, il lui facilite la tâche pour que l'humain puisse lui donner un objet pour qu'ensuite il le mette dans la boîte. Et tout ceci est calculé en temps réel. Donc là aussi, vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement le robot planifie pour lui, mais il estime ce que l'humain peut faire dans la... Et autant que possible, il facilite la tâche à l'humain. Donc, plutôt que l'humain se déplace pour mettre l'objet dans la boîte, le robot lui tend la main, lui dit, il suffit que tu me donnes l'objet et je le mettrai dans la boîte. Alors, bon, c'est limité à ça. Mais voyez le genre de fonctions qu'on peut quand même développer aujourd'hui et qui font que ces robots-là peuvent aujourd'hui commencer à prendre en compte explicitement les capacités, comment dire, ce que l'humain peut faire dans une scène et comment l'assister. Le troisième exemple que je montre ici, qui est très simple, mais finalement, mais pas si évident que ça quand même, c'est un robot qui navigue. Vous allez me dire, un robot qui navigue, il évite les obstacles, c'est simple. Mais non, on n'évite pas un humain comme on évite comment dire, une chaise dans cet environnement-là. Là, c'est l'aéroport de Schiphol. Ce robot-là est capable d'éviter les humains, mais surtout de maintenir une certaine distance par rapport à eux. Ne pas s'approcher trop parce qu'il les dérangerait, ne pas leur couper le chemin, et ainsi de suite. Et ce robot-là fait autre chose. Non seulement il fait ça, mais en plus avec sa tête, il transmet des signaux à l'humain. Vous le voyez ici fonctionner. Donc ce robot se localise et circule en évitant de déranger les humains dans la scène. Okay. Et là, il fait une tâche de guide, c'est-à-dire qu'il accompagne une personne, il l'amène quelque part, donc il vérifie qu'elle le suit. Et puis, comme je vous disais, il a une autre fonction intéressante avec sa tête. Comment dire, il anticipe avec sa tête où il va aller, de manière à ce que les humains qui le croisent comprennent qu'il va se diriger vers la gauche ou vers la droite, d'une part. Et il a une deuxième fonction très importante, c'est que quand un humain s'approche de lui, il lui jette un coup d'œil rapide pour lui dire « je t'ai vu ». Parce que là aussi, c'est très important. Ça semble secondaire, mais ça rassure l'humain de savoir qu'il a été vu. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que le robot n'avait pas besoin de le faire. Il voyait l'humain sans tourner la tête, puisque c'est un autre capteur qui détecte l'humain qui n'est pas dans sa tête. L'orientation de la tête, ici, sert juste comme signal pour permettre aux humains de comprendre le fonctionnement du robot. La tête ici, les mouvements de la tête ont été conçus pour rendre le robot un peu plus acceptable et un peu plus prédictible dans son comportement. Donc, voilà quelques exemples. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin et je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour qu'on puisse discuter, pour ne pas être... Alors, voici on va dire les topics sur lesquels nous travaillons, en assumant l'incomplétude de Gödel, Michel, mais avec plein d'autres problèmes qui sont liés à la mise en œuvre de ces robots-là, à la prise en compte. Vous voyez, boucler cette boucle-là en intégrant les capacités de l'humain. Alors, bien sûr, avec, on va dire, une sensibilité particulière qui est de faire que le robot serve l'humain, bien sûr, et comment dire, lui apporte plus de dignité et pas l'inverse. Parce que de faire attention
bien sûr, à la dualité de ces recherches. Et puis, autre chose qui est très intéressante, qui moi, personnellement, me motive beaucoup, c'est que c'est une recherche dans laquelle on travaille non seulement entre des gens de l'IA, mais aussi des psychologues et des philosophes et des ergonomes. C'est de l'IA centrée sur l'humain pour servir l'humain. Merci. Eh bien, merci. Moi, je découvre qu'effectivement, cet aspect qu'il faut que le robot tienne compte de la manière dont l'humain le perçoit. Ah oui, oui. Et c'est quelque chose que moi qui n'ai jamais mis mon nez là-dedans, qui me frappe et qui, effectivement… il devient interactif, c'est merveilleux. Hein. Oui, mais alors, du coup, ça vous force. Effectivement, à travers le robot, vous êtes obligé de rentrer dans l'esprit humain et on découvrira peut-être plein de choses en psychologie grâce à vos recherches sur les robots. Finalement, on se rend compte. C'est vrai également. On se rend compte combien on est intelligent quand on offre une tasse de café à une amie. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus difficile de servir une tasse de café que de jouer aux échecs. D'une certaine manière. Voilà. Là, c'était pour une plaisanterie. Je vous montre simplement une couverture de Science et Vie 1960. Ah, c'est super. Ouais. Voilà. Qui imaginait le robot du futur qui allait tout faire. Alors, il y a des choses que le robot ne fera jamais, hein, s'occuper du bébé, en tout cas, j'espère, et faire les choses. C'est un robot Citroën. Voilà, alors vous pouvez remarquer c'est un robot Citroën. Vous pouvez remarquer aussi que les caméras coûtaient très cher à l'époque, puisqu'ils l'ont mis à rétroviseur, hein, pour regarder derrière, hein, plutôt qu'une deuxième caméra pour regarder derrière. Il y a des questions, oui. Est-ce qu'il y a des robots qui sont déjà dans l'industrie en partage avec les humains ou est-ce que c'est encore un peu trop compliqué? Alors, il commence à en avoir aujourd'hui déjà, mais souvent de nouveau en environnement maîtrisé et relativement simple. Bien. En environnement maîtrisé mais relativement simple. Voilà. Mais on pourra pas. Je veux dire, ces robots-là, on ne pourra pas les mettre en face d'une grand-mère. Hein. On les met. Voilà. Et alors, je n'ai pas donné un exemple là-dessus, mais vous savez, l'exemple tout simple que je montre souvent, mais je n'ai pas eu le temps de vous le montrer ici, c'est l'exemple où quand vous tendez, le robot vient et tend la télécommande à la grand-mère. Et puis, elle se retourne parce que le téléphone a sonné, il ne faut pas que le robot continue à le faire, et ainsi de suite. Vous voyez, les affaires se gâtent. Exactement. Sortir l'auberge, alors. Voilà. Quand je dis la grand-mère, je dis souvent que je serais peut-être, comment dire, à savoir, les premiers à tester ça, ce sont les générations du futur. Hein. C'est les grand-mères du futur.